Ce tableau, il contient tous les objectifs trimestriels par département, donc le pôle commercial, marketing, communication, et puis on va vers la droite, et bien Customer Success, c'est la gestion des clients, R&D matériel, R&D logiciel, etc. Et tout le monde y a accès, tout le monde peut voir ce tableau ainsi que la progression qui est faite au fil du temps pour atteindre ou non des objectifs trimestriels. C'est aussi matérialisé par des KPI, donc des indicateurs de progression qu'on a mis en place depuis septembre 2016, à peu près tous les niveaux, donc ça va de la gestion du moral du fondateur à absolument tout de manière détaillée. Là par exemple c'était sur les objectifs commerciaux mensuels. Ben, on n'a pas peur de mettre du rouge hein, quand ça va pas, et puis après de voir dans le temps que ça va de plus en plus vers le vert. Et puis c'est pas le cas de tous les cas, mais c'est bien, ça permet d'identifier très facilement un problème et pour tout le monde, là aussi, de pouvoir le voir. Ensuite, c'est traduit en objectifs plus réguliers, au jour le jour. On demande aux équipes, c'est de définir et d'écrire comment ils vont passer leur journée sur les 48 prochaines heures. Donc la gestion des temps, elle se fait selon un modèle simple, c'est des tâches de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures. Euh, Pas faire plus, pas faire moins, pas faire de entre-deux, ça sert à rien. Comme ça, on va voir sur quoi tout le monde travaille. On peut intervenir sur les tâches des autres. Donc, chaque équipe, chaque département a son tableau de tâches et voir s'il y a des interactions à faire ou des interdépendances. Bah, c'est possible. On va pouvoir intervenir à ce moment-là. Nous, on les équipes en général planifier et faire leur suivi des tâches en interne près de 1 heure par jour. Comme ça, ils peuvent anticiper sur les prochaines 48 heures et ainsi il n'y a pas de dérangement, j'ai envie de dire, sur les 48 prochaines heures. Ça, c'est un point qui est particulier. Donc, chaque équipe a son tableau. Euh, Comment ils vont lister toutes leurs tâches? Eh bien, on a mis en place un système de backlog, donc de gestion des tâches, où tout le monde peut intervenir, que ce soit les idées du personnel, éventuellement certains clients, certains fournisseurs ou autres. Euh, et avec un système de classement qui nous est propre, avec un système de grenades. Pourquoi? Parce que ça permet aux personnes d'être entièrement autonomes dans la priorité de leurs tâches. Il n'y a pas besoin de management intermédiaire. Tout le monde est capable d'évaluer la priorité. Donc, par exemple, au niveau des grenades 1, donc dans l'équipe produit, ça veut dire que il y a eu une grenade, une explosion imminente de la tâche si elle n'est pas résolue prochainement, il y aura des conséquences assez graves. Niveau 2, c'est en général la priorité business de l'équipe. En ce moment, c'est aider à améliorer le taux de conversion. Donc voilà, si on obtenait par exemple le label de la Direction Générale de l'Armement, bah, ça pourrait avoir un certain effet. Niveau 3, c'est des tâches qui n'ont pas de deadline forcément particulière, mais si elles ne sont pas gérées prochainement, cela aura une incidence sur la société. Grenade bis, on va en parler un petit peu, c'est tout ce qui est grenade de l'information, sauvegarde de l'information, et identifier les personnes qui sont les seules ou quelques-unes à avoir connaissance de ça et essayer d'industrialiser le processus. Et puis petit à petit, etc. Donc comment mieux maîtriser l'activité, produire plus vite, réduire les risques, etc. Il y a un grand nombre de tâches. On a mis en place une messagerie interne, donc tout le monde peut parler à tout le monde. On a sur le côté la liste des personnes, et puis il y a des channels, donc c'est un peu comme un Skype amélioré, hein, qui font place à des rituels ou à des groupes de discussion. Donc, il peut y avoir le groupe de discussion de nouvelles sur l'innovation de manière générale, ou encore le compte rendu hebdomadaire où tout le monde va donner ce qu'ils ont fait dans la semaine de manière assez précise pour partager tout ça avec l'équipe et soit vraiment pluridisciplinaire. Donc il y a une formulation où c'est les actions qui ont été faites, les actions qui seront faites la semaine prochaine, les problèmes qui ont été rencontrés cette semaine, les savoirs, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine et qu'est-ce qui mérite que tout le monde le sache, et quelles sont les améliorations continues qui seraient bien amenées à l'entreprise, et c'est pas forcément soi-même. Donc là, voilà, par exemple, on sait que
Si on va à l'international, bah, ça serait bien qu'il y ait des checklists qui soient faites. Voilà, c'était cité. Pour la partie problème, c'est très important qu'elle soit remplie. En général, on a tendance à les cacher, alors que chez nous, c'est plutôt s'il n'y a pas eu de problème, c'est que t'as pas essayé, c'est que c'est bizarre. Donc tout est fait pour essayer de les identifier, les traquer et les corriger. Comment on fait ça? Eh bien, il y a une forme de culture de la checklist qui est importante chez nous, même jusqu'au commercial, hein, c'est-à-dire qu'il a une checklist sur euh, comment préparer sa démonstration à une forte, un fort système de knowledge management par un wiki, c'est une sorte de Wikipédia. Donc on voit là on est sur la page d'introduction. C'est la liste de toutes les mises à jour récentes. Donc on voit qu'il y a du trombinoscope, il y a eu des nouveaux membres, il y a eu des informations sur les opérateurs de carte SIM aux États-Unis, etc., etc., etc. Donc tout le monde le remplit et ça fait une base de savoir de l'entreprise. Quand il y a un savoir qui est particulier à maîtriser, nous on fait ce qu'on appelle le test de la secrétaire. C'est-à-dire que ça doit être suffisamment explicite, suffisamment clair, suffisamment processé pour que la secrétaire qui n'y connaît rien au sujet ou quelqu'un d'un autre corps de métier puisse réaliser la tâche grâce à ce process. Donc par exemple, notre assistante de direction sait compiler du code source sans être programmeur. Elle sait installer un serveur alors qu'il faut plusieurs années d'expérience en code réseau, etc., etc. Et donc on, on pérennise, j'ai envie de dire, un savoir et ça permet de vraiment l'automatiser. C'est vraiment cette culture. Et enfin, ça permet aussi de l'externaliser, c'est-à-dire de se concentrer vraiment sur son cœur de métier pour avoir l'autre valeur ajoutée et s'épargner en quelque sorte les difficultés de management, les difficultés de la lenteur. Je donne des exemples. Par exemple, il y a une personne qui nous fait la veille d'information pour que le commercial puisse en rendez-vous avoir toutes les infos. On a un freelance qui fait juste le premier appel au candidat, une RH externalisée, etc. Pour que tout soit entièrement processé. Là, on peut voir, on a une base de connaissances sur les différents outils qui sont utilisés dans la société, des outils simples, hein, donc ça va de Skype, Slack, Trello, etc. Pour que tous les nouveaux qui arrivent puissent bénéficier de ce savoir. Là, par exemple, en marketing, ça a été extrêmement automatisé pour participer à des concours. Donc, c'est tout le temps les mêmes questions qui sont posées. Et en face, il y aura la réponse. En termes d'organisation, on a ce qu'on appelle un culture deck. C'est-à-dire que sur à peu près 30 pages, on va décrire le fonctionnement détaillé de la société. On pourrait en parler de chaque page. Mais par exemple, là, nous faisons confiance. Vous n'avez pas besoin de notre aval pour prendre une décision dans l'intérêt de la société. Bah, ça soulève plein d'autres process quelque part. Exemple, tout le monde, jusqu'au stagiaire, peut passer des achats chez nous. Moins de 100 euros, on ne nous demande pas notre avis. Et si c'est plus de 100 euros, c'est demandé à la centrale d'achat externalisée. Et s'il n'y a pas eu de réponse du manager, l'achat est réalisé. Donc ça permet d'être extrêmement agile.